Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Écoute, aujourd'hui, je vais pas passer par quatre chemins, je vais te raconter l'histoire de la plus grande escroquerie boursière de tous les temps. Ah bah oui, tu crois quoi? On parle d'histoire d'argent sur cette chaîne, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'ai sorti les vrais dos. J'ai sorti l'artillerie lourde et crois-moi, tu vas pas être déçu. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la chute de la troisième plus grande fortune mondiale. Et pour ça, bah écoute, j'espère que tu as fait tes valises parce que aujourd'hui on prend l'avion, on s'en va en Inde directement, sans escale mon pote, parce que aujourd'hui je vais te raconter l'histoire du groupe Adani et notamment de son fondateur et la personne qui sera notre protagoniste principal, Gautam Adani. T'es prêt? Bon bah écoute, j'espère que t'es bien installé. Donc écoute, notre personnage, Gautam, il est né le 24 juin 1962 à Ahmedabad en Inde et vient d'une famille de 8 enfants dont le père est marchand de textiles. Et comme la plupart des protagonistes de nos histoires, ben, il a de l'ambition, il a une soif d'argent. Il veut bâtir son propre business, donc tu vois, il n'est pas vraiment intéressé par suivre la voie de son père et rejoindre l'industrie familiale. Il va faire des études de commerce, mais il va lâcher après la deuxième année pour se lancer dans le courtage de diamants auprès d'une petite entreprise de Mumbai. Et bon, il va un peu commencer à faire ses armes dans ce commerce-là. Et puis rapidement, ben, la fibre entrepreneuriale va le rattraper et il va bâtir ce qui sera le premier pilier de son empire, Adani Enterprises, avec cette entreprise avec laquelle il va vraiment se lancer dans l'import-export de matériaux et au fil du temps, il diversifiera ses activités pour se lancer dans les matériaux textiles, et les produits d'agriculture. Il va notamment, durant ces années-là, se marier avec sa femme, qui est dentiste, avec laquelle il aura deux enfants. Ces deux enfants qui, au fil des années, vont rejoindre l'empire Adani. Écoute, la carrière de Adani, elle va vraiment prendre un tournant en 1995. Il est alors âgé de 33 ans et il va obtenir un contrat gouvernemental pour créer, construire et gérer le port de Mundra, qui sera le plus grand port privé d'Inde et qu'il est encore à ce jour. Donc ça témoigne vraiment de l'ambition et de la grandeur de notre personnage parce que à un si jeune âge, il est déjà à la tête d'un des plus grands ports commerciaux de l'Inde. Et figure-toi que c'est vraiment un point tournant pour son business, car grâce à ce port, il va vraiment pouvoir au fil du temps développer ses autres business, qui sera donc le port de Mundra, qui sera donc l'un des piliers centraux de son empire. Et si tu veux, ça va vraiment placer Adani sur la map des plus grands industriels indiens. Et écoute, une petite anecdote, ben, on est en 1998, lui et son associé, ils vont se faire kidnapper par deux gangsters et ils vont demander une rançon qui se situera selon les sources entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Et finalement, ils seront relâchés quelques heures après. On ne sait pas si la rançon a finalement été payée ou pas. Et bon, comme tu peux t'en douter, ben, cet événement, ça va pas arrêter Adani dans son ambition. Aussitôt relâché, aussitôt il se remet aux affaires. Par la suite, il va vraiment développer son empire dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, le charbon ou les transports. Il va vraiment, à travers des acquisitions rapides et ambitieuses, devenir l'un des acteurs majeurs du marché énergétique indien, tout en se tournant aussi vers les énergies vertes et les aéroports. Et par ailleurs, en 2020, il va acquérir une part de 74% dans l'aéroport international de Mumbai. Et durant ces années-là, il va aussi se rapprocher des pouvoirs politiques. Et figure-toi que on le soupçonne finalement que grâce aux connexions qu'il va établir, il va aussi pouvoir en tirer avantage pour gagner des contrats, développer ses business, etc., etc.
Durant ces années-là, mon pote, il va aussi survivre aux attentats du Taj Mahal en 2008, qui a fait 160 morts. En fait, il se trouvait à moins de 5 mètres des terroristes quand ils ont débarqué et qu'ils sont venus assassiner des gens. Adani, à ce moment-là, il était en train de déjeuner avec des partenaires d'affaires. Il a réussi à se sauver dans la cuisine, puis il a finalement été libéré le matinée de la journée suivante lorsque un raid a été lancé par les autorités indiennes. Au milieu de tout ça, il vit une vie qui est quand même, on peut se l'imaginer luxueuse, mais assez discrète, tu vois, peu médiatisée. C'est-à-dire qu'il va pas forcément montrer sa réussite, il est très focus business, business, business. Il va aussi entreprendre des actions philanthropiques pour développer des projets éducatifs, sanitaires et des projets de développement ruraux aussi. Écoute, là, le Adani, il est au sommet de sa carrière. En 2020 et 2022, c'est vraiment là que le gros de sa fortune explose. Alors qu'il était déjà multimilliardaire à ce moment-là, le cours du groupe Adani s'envole en bourse. Et forcément, Adani, détenant une part importante de ce groupe-là, de ces entreprises, sa fortune va elle aussi s'envoler. Il va donc en fait s'établir durant un moment au rang de troisième homme le plus riche du monde. Donc oublie Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, etc. Ah non, 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 il est au-dessus, lui. Lui, il est au-dessus et troisième homme le plus riche de la planète. Et forcément, ça éveille des soupçons. Comment un mec que peu de personnes connaissaient a réussi à devenir l'un des top 3 des hommes les plus riches du monde. Mon gars, on est le 24 janvier 2023, une bombe atomique est lâchée sur les marchés financiers. Une certaine firme new-yorkaise du nom de Hindenburg Research publie un rapport de 106 pages où il dénonce le groupe Adani de fraude comptable, de manipulation boursière et d'une évaluation des actifs qui a été largement gonflée. C'est des accusations qui sont ultra sérieuses et pour t'expliquer un petit peu c'est quoi cette firme, d'où elle sort, comment ça est publié un rapport sur une entreprise à l'autre bout du monde, sur l'une des plus grandes fortunes mondiales, etc. Ben écoute, le groupe Hindenburg Research, c'est une firme qui a publié auparavant des dizaines de rapports concernant des compagnies cotées en bourse sur lesquelles elle menait des enquêtes ultra assidues sur des compagnies qu'elle pensait généralement surévaluées et donc elle publie des rapports de recherche. Et donc ce que fait cette firme-là, c'est qu'en fait elle va parier contre l'action, elle va établir des positions en bourse assez importantes qui parient contre la chute de l'action et ensuite ils vont venir sortir leur rapport en espérant que derrière les investisseurs suivent et que donc le cours s'effondre, ce qui va leur permettre de réaliser un profit. D'accord ? Donc c'est vraiment une firme qui est ultra sérieuse, qui est quand même plutôt bien connue dans le domaine. Et écoute, ça va être un raz-de-marée, ça va être ultra rapide parce que quand ils publient le rapport contre Adani, elle le qualifie de plus grande escroquerie boursière qui n'a jamais existé. C'est un scandale. Ce qui se passe, c'est que le cours de l'action s'effondre aussitôt. Le groupe Adani s'explose en bourse. La firme annonce vraiment dans son rapport avoir maintenu des entrevues avec des anciens dirigeants de la compagnie, s'être rendu dans une demi-douzaine de pays sur place dans lesquels se trouvent les filiales du groupe Adani pour mener des enquêtes, vérifier ce que la firme en fait énonçait dans ses rapports publics et elles sont vraiment allées fouiller en profondeur pour comprendre en fait ce qui se passait derrière le glamour et derrière cette belle histoire qui était vraiment racontée à tous les investisseurs. Écoute, dans son rapport, c'est simple, je vais te citer quelques trucs pour que tu te rends compte un peu de l'ampleur.
des évasions fiscales pour un montant de 17 milliards de dollars, près de 40 sociétés offshore qui étaient utilisées pour manipuler le cours de l'action et blanchir l'argent. Vraiment un schéma complexe, mais au final, dont l'objectif était assez simple, c'était vraiment gonfler les chiffres coûte que coûte. Des compagnies qui possédaient aucune information, téléphone, adresse, son employé qui transigent des milliards de dollars avec la maison mère, le groupe Adani. Des compagnies fictives ou des fonds d'investissement fictifs qui avaient pour unique but de manipuler le cours de l'action ou alors de blanchir de l'argent pour le compte de la compagnie. On se rend compte que Adani a fait user de son pouvoir pour faire taire ou mettre en prison des contradicteurs ou des journalistes. Et on se rend compte qu'il a vraiment aussi corrompu les pouvoirs politiques pour qu'il lui accorde des autorisations, des contrats, etc. Donc en fait, dans ce rapport, la firme new-yorkaise va demander à Adani de répondre à une liste de 88 questions. Et dans leur réponse du groupe Adani, qui a été faite par le groupe Adani et par ses avocats, donc une réponse qui fait 413 pages, donc autant dire que c'est pavé César, ils vont rester assez évasifs. Ils vont pas vraiment répondre directement aux questions ni quoi que ce soit, ou alors leurs explications vont être assez bancales. Donc finalement, le résultat dans tout ce séisme, c'est la compagnie qui s'effondre en bourse, une chute des actions vertigineuse qui va faire perdre en fait au fondateur Gautam Adani la moitié de sa fortune en l'espace de quelques semaines. Il va vraiment passer de 3e fortune mondiale à la 30e place des hommes les plus riches du monde. Donc tu me diras, c'est assez confortable. Oui, mais par rapport à lui, c'est quand même une chute qui est assez vertigineuse et qui témoigne quand même de l'effondrement de la capitalisation boursière de sa compagnie. Qu'est-ce qui s'ensuit? Le 1er février 2023, la compagnie qui avait jusque-là prévu une levée de fonds en bourse de 2,5 milliards de dollars pour étendre ses opérations va juste la faire annuler. Entre janvier et février 2023, la capitalisation boursière de la compagnie va s'effondrer de 150 milliards de dollars et les grands investisseurs institutionnels, ils commencent à sentir le roussi, tu vois. Ils commencent à comprendre l'embrouille et ils vont vraiment se séparer. Donc là, je te parle de grands investisseurs comme Citigroup, Crédit Suisse. Ils vont se barrer en gros. Le groupe forcément conteste toute cette information comme étant non sourcée et trompeuse et aussi la firme va se faire attaquer directement par l'autorité des marchés financiers indienne qui va l'accuser de manipulation du cours de la bourse parce que figure-toi que forcément au-delà de la compagnie, pour le pays entier, pour la crédibilité des marchés financiers, c'est pas top quoi, parce que forcément ça va remettre en cause c'est quoi la transparence des compagnies d'un marché qui est en voie de développement comme l'Inde. Est-ce que on peut vraiment avoir des investissements transparents ou alors c'est plutôt opaque? Ça soulève quand même beaucoup de questions. On se demande finalement est-ce que le groupe Adani c'était le seul ou est-ce qu'il y en a d'autres derrière qui sont en train de faire le même coup, tu vois. Donc ça devient un peu compliqué. Mais suite à ces accusations, il y a quand même des enquêtes qui vont être lancées par les autorités indiennes envers le groupe Adani. Et c'est vraiment un scandale qui a fait une onde de choc dans l'économie indienne. Et on se rend compte notamment, au-delà de tout ça, que l'entreprise elle a utilisé des individus ou des compagnies fictives pour acheter le cours de l'action du groupe Adani, ce qu'il faisait monter en bourse, ce qui est complètement interdit en fait par les autorités des marchés financiers. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre, c'est que finalement Gautam Adani, le fondateur et le dirigeant du groupe, il avait aussi des relations privilégiées avec le premier ministre Modi de l'Inde et forcément ça va soulever des questions en termes de
corruption. Est-ce que vraiment on peut faire confiance au pouvoir politique là-bas? Parce que, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, on s'imagine que Gautam Adani, il a fait sûrement usage de ses connexions pour obtenir des faveurs par rapport à ses business, tu vois, pour les développer. Ce qui se passe aujourd'hui, mon gars, c'est que l'histoire, tu remarques qu'elle est assez récente. Elle date de l'année dernière. En fait, on est encore en plein dedans. On est encore en plein dedans parce qu'il y a eu un séisme sur les marchés financiers, mais cette histoire, elle n'est pas forcément réglée. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, Gautam Adani, coûte que coûte, il fait ce qu'il peut pour sauver son empire. Alors, il n'est pas à la rue, le groupe Adani s'est pas complètement effondré, mais ils ont perdu beaucoup de confiance des investisseurs. Parce que même s'ils ont réussi à mentir aux investisseurs concernant la provenance des revenus, etc., ils ont quand même des actifs réels, tu vois. Ils ont quand même, si je prends par exemple le port de Mundra en Inde, c'est quand même quelque chose de tangible qui génère du revenu à la compagnie. Donc il y a quand même des actifs réels parmi tout ça, mais qui ont été largement gonflés, surévalués. Et pour l'instant, Gautam Adani, il n'a pas été complètement puni, tu vois, il n'a pas été en prison ni quoi que ce soit, il n'a pas vraiment été condamné à quoi que ce soit, parce que c'est encore en cours. Donc écoute, peut-être qu'à un moment donné, je te ferai un update sur le fin mot. Et donc, parmi tout ça, Gautam Adani, qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Mais il fait ce qu'il peut pour redorer son image. Il développe énormément des infrastructures et des business dans l'énergie verte. Il investit massivement là-dedans, cherchant vraiment à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique indienne. Parce que par rapport à tout ça, à ces sujets-là, l'Inde, c'est un pays qui est encore énormément en retard. Donc lui, en se positionnant plutôt comme un pionnier, si tu veux, il va plutôt recevoir des éloges par rapport à ça. La compagnie aujourd'hui, elle reste encore sous l'œil quand même attentif des autorités. Et donc, la conclusion aujourd'hui, je peux le faire dans tout ça, gros, c'est que c'est définitivement la plus grosse escroquerie boursière qui a jamais existé. On parle d'une compagnie qui valait 220 milliards en bourse, qui s'est complètement cassé la figure. On parle de la troisième plus grande richesse mondiale, dont la fortune s'est aussi effondrée, qui a été divisée par deux en fait. Et on parle aussi de sujets aujourd'hui économiques, politiques. Et donc voilà, ça pose vraiment des questions. Est-ce qu'aujourd'hui on peut investir en Inde au plus large dans les marchés émergents en espérant une transparence la plus totale, ou est-ce qu'on va que tomber sur des escrocs qui n'ont vraiment aucun scrupule à mentir à leurs investisseurs, etc., etc. Et finalement, est-ce que l'empire Adani, il est too big to fail? Est-ce que au final, il va vraiment y avoir des répercussions, des sanctions à l'encontre de cette compagnie? Peut-être qu'elle pourrait se faire démanteler, racheter, contrôler par les autorités. Franchement, frérot, on peut imaginer n'importe quoi, tu vois. En tout cas, le rapport, il a vraiment chamboulé les marchés financiers mondiaux à ce moment-là. C'est sûr que tu sais, ça a soulevé beaucoup de questions quand même. Et voilà, on en reste là. On va surveiller ce qui se passe. S'il y a lieu, peut-être que je te ferai un update. Mais voilà, je suis sûr que, écoute, t'avais jamais entendu parler de ça. Ce que je trouve fou, c'est que, frérot, c'est un truc, je te dis, c'est vraiment la plus grosse escroquerie. Hein, genre, j'ai assez de culture quand même sur les marchés financiers et je vois pas quelque chose de plus gros que ça. Donc c'est assez fou. Dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si t'as aimé, si t'aimerais avoir une autre vidéo de ce genre-là sur les scandales boursiers. Si t'as d'autres idées comme d'hab, n'hésite pas à me le dire. Puis j'espère que t'as kiffé mon pote. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes. Comme ça, tu manques pas la vidéo qui sort chaque dimanche. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.